Nous nous retrouvons pour la deuxième journée de ces travaux. Et on va débuter par l'atelier stratégie de communication et transmédia. Et présentement, nous aurons le plaisir d'écouter Étienne Armand Amato, maître de conférence en SIC à l'université Gustave Eiffel et qui est membre du DICEN Île-de-France. Ces travaux portent notamment sur les études avatariales et les études transmédiatiques. Et nous avons également le plaisir d'écouter Clarine Alperne, doctorante au CNAM et au DICEN Île-de-France. Sa thèse porte actuellement sur un sujet qui articule design transmédiatique, industrie culturelle et communication des organisations. Et leur présentation s'intitule « Vers une typologie conceptuelle des œuvres et campagnes transmédiatiques pour mieux analyser leurs effets politiques ». C'est à vous. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des effets induits par une typologie conceptuelle qu'on a élaborée justement pour pouvoir répondre à cet appel à communication. Dans un premier temps, nous allons faire une introduction pour parler de Transmedia Activism, dont je vais vous expliquer un petit peu l'origine et qui m'a en fait incité à venir sur ce colloque. Ensuite, nous allons mettre en place donc, la notion de transmédialité et le concept de transmédia pour lequel nous sommes mis d'accord depuis déjà pas mal de temps avec Étienne Armand Amato. Ensuite, par la modélisation et la schématisation des œuvres et des campagnes transmédia, nous avons élaboré l'idée de l'œuvre pièce et l'œuvre matrice, donc on vous expliquera ça en détail. Et c'est ça qui nous amène à le système de polarité, une polarité narrative et une polarité participative, qui est constitutive de la transmédialité. Et pour finir, nous élaborons sur notre approche et notre méthodologie d'analyse, dont les effets politiques induits. Alors moi-même, je suis une ancienne professionnelle des industries créatives et culturelles. Je suis venue très tardivement à la recherche et pour cause, je suis toujours doctorante. Et Étienne Armand est mon co-directeur de thèse. Je fais une thèse au DICEN sous la direction de Sophie Penn. Alors je vous ai mis quelques indications des différents événements que j'ai eu le plaisir d'organiser, de produire ou de faire la curation. Tout au long des années, à partir de 2010, au moment où j'ai fait une première formation à Londres sur la création transmédia avec Lance Weiler, qui m'a fait connaître Henry Jenkins. Et sur mon site internet, il y a le défilé de cette chronologie qui m'a amené jusqu'à la thèse. Et donc la thèse porte sur l'orchestration de ce design transmédiatique que je souhaiterais transférer depuis les industries culturelles et créatives vers toutes les organisations qui ne sont pas forcément elles-mêmes dans le secteur culturel. Voilà. Oui, donc pour ma part, j'ai principalement œuvré dans l'analyse de l'interactivité avec la définition d'un vocabulaire critique sur les pratiques numériques et les questions se sont centrées sur le jeu vidéo comme média d'instanciation. Et j'en suis venu à la question de l'avatarisation qui constitue une bonne part des transpositions médiatiques de nos existences dans les jeux massivement multijoueurs ou encore les réseaux sociaux numériques en distinguant les polarités hypermédias et les polarités cybermédias. Donc on a des parutions là qui sont signalées et des initiatives autour du Virtual Lab et des études avatariales. Ce qui nous a amené à collaborer aussi ensemble, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Ce n'est pas la thèse qui a amené notre rencontre. En fait, on suit nos travaux respectifs depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, il y a 10 ans, nous faisions une journée d'études pratiques au Gobelin avec paragraphe sur le transmédia. Exactement 10 ans. Alors, ce qui m'a amené à Transmedia Activism, c'est que j'ai commencé à observer les acteurs du transmédia à partir de 2010, comme je l'ai dit. Ce qui a déclenché tout ça, c'est bien sûr la thèse de Christy Dina en 2009 sur la pratique transmédia. Et Lina Srivastava, qui est une avocate new-yorkaise, a lancé un mouvement qui s'appelle Transmedia Activism, qui a été repris d'ailleurs par Henry Jenkins, on en parlera dans un instant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle avait été jusqu'au point de créer une page Wikipédia, un site web dédié, etc., où son action en fait de lutte, de militantisme pour la justice sociale principalement, puisqu'elle est spécialisée dans les droits de l'homme,
l'a amené à pratiquer donc le transmédia activisme. Sa collaboratrice, Vicky Callaghan, qui est docteur et qui est à USC en ce moment, a aidé Lina Srivastava à développer cela. Et c'est grâce à ça qu'on a une archive qui est ce WordPress, parce que les autres pages ont disparu, parce qu'au bout de quelques années, Lina Srivastava s'est essoufflée et ce mouvement a été un peu laissé pour compte au profit d'autres activités qu'elle fait maintenant, notamment par exemple avec sa plateforme, son site web, qui continue à travailler sur la justice sociale, qui est Cultivating Community Power to Build Just Futures. Alors, juste pour revenir sur la slide suivante, ce qui est important, je voulais faire une remarque sur DocuBase du MIT. Donc en fait, Lina Srivastava a été interviewée par Henry Jenkins, elle est intervenue au MIT souvent, ce qui a aidé à fédérer toute une communauté de transmédia activistes autour d'elle et de Henry Jenkins. Donc sur la slide suivante, on voit bien que Henry Jenkins donc, a promu en fait cette démarche et ça l'a aidé à répondre à la communauté au sujet de la polémique, on va plutôt dire la controverse sur mais qu'est-ce que c'est que ce transmédia de Henry Jenkins, qu'est-ce que c'est la différence entre transmédia storytelling et transmédia. Et donc en fait lui-même, Henry Jenkins, répondait par l'intermédiaire de ce blog à la communauté. Il cite comme exemple une œuvre qui est aussi citée par Lina Srivastava, elle en tant que curatrice pour le coup, bien qu'elle était aussi productrice, qui est une œuvre qui était assez connue parce qu'il met en scène un migrant et il travaille spécialement sur la problématique de la migration et les dangers de la vie et la mort au niveau de la migration. Une œuvre interactive plus ou moins, mais en tout cas transmédiatique, puisque derrière on a des actions du type chercher un migrant disparu, aider les associations qui luttent pour sauver les migrants, etc. Et puis ça fait référence à d'autres œuvres qu'on peut qualifier comme étant des œuvres transmédiatiques d'activisme, parce qu'il y en avait déjà, par exemple, comme en 2007 avec A World Without Oil, qui est vraiment un jeu en réalité alternée, où on a la très connue Jane McGonigal qui est intervenue dans une équipe où on est en train de créer donc à la fois du contenu transmédiatique, mais aussi toute une communauté autour de l'œuvre, ou le fameux Conspiracy for Good de Tim Krieg, qui lui venait de Hollywood avec la série Heroes, et qui a vraiment créé un ARG avec Nokia en 2011. Voilà. Alors je vais juste continuer sur la première partie. Donc en fait, on voulait vous donner notre définition du transmédia pour avancer et rappeler donc la transmédialité, et ensuite vraiment insister sur la vision sur laquelle on s'est mis d'accord. Donc on part d'un transmédia qui est un ensemble de contenus interfacés par des supports pluriels. Ils sont plus ou moins synchronisés et ils mettent en résonance les interactions avec les audiences. Sur la transmédialité, on a repris Baroni, et là je voulais mettre en avant l'idée des nouvelles variantes, puisqu'on reprendra le terme de variation plus tard. Je pense qu'on peut expliquer maintenant notre point de vue. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que le transmédia est devenu un terme, une notion qui est passée du statut d'adjectif au statut de terme plein, comme l'était le multimédia, puis l'hypermédia et les cybermédias simulationnels. Toutefois, il ne faut pas oublier, et d'ailleurs j'ai relu le papier avec Lina de Jenkins qui mentionne que ce n'est qu'un adjectif, hein, on est d'accord, qui permet donc de souligner qu'il s'agit de raconter des histoires, hein, de narrer des histoires, ou de faire de l'activisme ou de l'éducation à travers et par le moyen de différents médias interfacés, comme il a été dit dans notre définition. Du coup, la notion de transmédialité est une propriété, serait une propriété relative à cette transmédiatisation, et nous pousse à essayer de comprendre et à étudier qu'est-ce qu'elle engage comme phénomène, au même titre que tout ce qui est relatif à l'interactivité et autres. Donc on s'intéresse aux œuvres ou aux créations qui recourent aux moyens du transmédia et aux différentes combinaisons, pour reprendre le terme de Dena en 2009, transmédiatisantes. Voilà. Alors à partir de là, on a élaboré les principes de modèles, d'œuvres-pièces et d'œuvres-matrices. Voilà. Dont je parle. Oui.
Alors, donc l'œuvre pièce, elle a des contenus transmédia qui sont centralisés et maîtrisés dans le secteur culture et loisirs au sens large. Hein. On est dans du transmédia dont on a parlé jusque-là d'ailleurs. Hein. Hier, on en a vu plusieurs exemples. Ensuite, on a un modèle d'œuvre matrice qui ressemble plutôt à un creuset inventif et transformationnel, où là, c'est appropriable, mais aussi porteur de changement, d'idées et de valeurs. Donc, on est plutôt dans une forme d'émergence. Donc, dans l'œuvre pièce, les communautés sont des communautés d'intérêt et de fans, avec des logiques d'induction, de réaction et de polarisation, dont on reparlera tout à l'heure. Et dans l'œuvre matrice, ce sont des collectifs de pratiquants qui sont producteurs, productifs, dans une logique de contribution, d'infiltration et de capacitation dans le maillage transmédiatique. Alors quand on dit induction à double sens, c'est à la fois être induit, c'est-à-dire être invité, suggéré, et d'induction au sens aussi de la logique inductive inférentielle, où on va avoir des pistes de généralisation, de raisonnement qui partent du détail vers le plus global de la compréhension de l'œuvre. Alors, on a procédé à un petit schéma pour essayer de distinguer les deux. À gauche, disons, ce qui relève du modèle pièce, et à droite, ce qui relève du modèle matrice. Alors, il faut savoir que la notion de pièce se réfère au terme contemporain pour exposer les œuvres d'art. On parle de pièce, hein, que ce soit une installation interactive. Ça ne veut pas dire que c'est d'une seule pièce, puisque par définition, la transmédiatisation aidant, les œuvres pièces sont tout aussi fragmentées sur différents supports que d'autres œuvres de type hyper. Donc, au départ, une proposition descendante, centralisée, comme l'a dit très bien Karine, et les effets sur l'audience en réaction avec une appropriation de cette proposition, qu'elle soit politique, éducationnelle, de loisirs, remontante. Donc, le balancier montre un mouvement d'interdépendance entre proposition et appropriation. Plus la proposition est forte, et plus on peut espérer une appropriation. Voilà. Donc, c'est un modèle relativement top-down et une réaction bottom-up. Du côté, alors c'est un principe de diffusion aussi et de maîtrise. Du côté du creuset matriciel, qui est symbolisé ici par des branches tentaculaires, c'est plutôt un principe de configuration qui relève de la complexité, avec, et c'est Karine qui nous le faisait remarquer hier, 3 concepts essentiels. Hein, les 3 principes principaux de la complexité. Non-linéarité, émergence et auto-organisation, avec la coordination sociale aussi, et de telle sorte que le dispositif est générateur de possibles, hein, au niveau de la source. Hein. Par contre, les effets sur une audience s'intègrent dedans avec retombée dehors, une résonance. Alors vous voyez, les 2 cercles verts symbolisent l'audience qui est à l'intérieur du creuset en train de s'approprier la proposition, dans une configuration plutôt matricielle au sens où elle va générer une matrice qui est générative, et puis à l'extérieur, d'autres, peut-être spectateurs, qui peuvent regarder avec intérêt se déployer un mouvement, par exemple. Voilà. On va en venir aux 2 polarités que va présenter Karine, autour de ce qui est constitutif de la transmédialité, comme on disait au début, les 2 pôles en question. Et qui sont intrinsèques aussi à la transmédialité, avec un côté non exclusif, mais elles sont coprésentes dans toutes les œuvres ou les campagnes, donc œuvres ou campagnes de façon similaire. Alors dans le pôle narratif, on a un univers que vous connaissez tous bien sûr, les personnages, l'intrigue, qui vivent ou conduisent des événements qui sont prescrits. L'action est en train de se produire et dans ce pôle majoritaire, la résultante c'est vraiment cette pièce, cette œuvre-pièce à dominante narrative qui est structurée par l'intrigue. Alors en métaphore par rapport aux Game Studies dont Étienne Armand est spécialiste, c'est l'idée du toboggan. Je trouvais que c'était important de le rappeler parce que je trouve ça intéressant. Et puis ensuite, dans le pôle participatif, ou dans les 2 pôles, on a ces créateurs hein, qui sont aussi qui sont l'audience, mais qui sont des créateurs ou des co-créateurs. Dans le pôle participatif, l'univers devient en fait des contributions avec l'interactivité. Je me suis un peu permis à réfléchir peut-être même transactivité, puisqu'elle vient de différents endroits, et elle retourne dans différents endroits. Une augmentation ou une diminution de cette interactivité, ça va dépendre du moment où l'action se passe. Les personnages sont en fait des pratiquants ou des participants. L'intrigue, en fait, elle est intrinsèque à la jouabilité. Donc, on a plus ou moins de choses qui se déroulent de façon forte, faible. On a le côté essai-erreur qu'on retrouve dans le game design. Et que ça, je peux moins en parler, mais c'est le côté expérientiel pour moi.
Et puis les événements en fait sont des variations de cet univers qui est en construction dans le pôle participatif avec des changements en cours d'action. Et dans ce pôle majoritaire participatif, la résultante, c'est cette œuvre matrice avec cette dominante expérientielle. Elle est reconfigurable dans sa structuration par l'appropriation des audiences. Avec évidemment la métaphore, pour le coup, Engels le disent, métaphore du bac à sable. Alors, sachant que donc, les créateurs, autant que les audiences, peuvent participer du pôle narratif comme du pôle participatif. Au sens où, par exemple, dans le pôle participatif, on sait que dans beaucoup de dispositifs transmédia, on va avoir des personnes de la production qui se glissent dans les audiences pour donner les bonnes pratiques, pour instiller. Et inversement, dans le pôle narratif, on va avoir parfois des contributeurs qui vont influencer l'histoire. Et donc, les instances émettrices et réceptrices sont présentes dans les deux pôles, qui sont constitutifs. Alors, là, je vais présenter l'approche, la méthodologie que nous avons retenue pour essayer de saisir les effets politiques. Parce que là, on est un peu dans la grande théorie du transmédia qu'on essaie de synthétiser à notre façon. Et donc, on s'est interrogé avec Karine sur la façon dont on pouvait classer en 3 grandes catégories. Alors, ça va être ouvert au débat, on va vous expliquer comment on l'a fait. La plupart des œuvres ou campagnes, qu'elles soient amatrices ou pièces d'ailleurs, avec l'idée que les effets politiques sont définis comme un régime d'inscription et de gouvernance dans la société. Donc c'est une vision large de qu'est-ce qu'un effet politique. Et que, en grande partie, on part du principe, l'hypothèse que la rencontre entre les producteurs, l'instance émettrice et puis l'instance réceptrice, va configurer cette posture politique. On va voir comment. Donc, on peut entretenir l'ordre du monde, l'ordre social, c'est une posture politique que de maintenir le monde tel quel, ou le changer. Donc la politique n'est pas nécessairement conçue comme activiste ou révolutionnaire. Et ces effets politiques vont dépendre, en gros l'équation est la suivante, de la rencontre entre l'intentionnalité des créateurs, qui, avec son audience, s'appropriant de la proposition ou la configuration, donc il y a une rencontre entre les destinateurs et les destinataires, qui va être démultipliée ou diminuée en fonction des interactions entre les polarités narratives et participatives, propres à l'œuvre, parce qu'il est évident que mettre les gens devant une histoire a tendance à rendre un peu plus passifs, et les mettre en capacité d'action a tendance à rendre plus actifs, et on a un présupposé qu'on va lever, qui est que d'habitude on pense que si on est actif, on est plus en capacité politique, et si on est passif, on biberonne, on consomme, et on est en moindre engagement politique de transformation du monde, en tout cas. Donc cette équation est simpliste, bien sûr, et il y a une double interaction, celle entre l'émetteur et le récepteur, et celle socio-sémiotique à l'intérieur même du dispositif, entre récit et outils de participation. Un peu complexe, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, la première catégorie, je poursuis, c'est celle qu'on connaît tous, c'est celle du transmédia divertissant, qui a surtout vocation à offrir du plaisir, avec une dominante imaginaire et fictionnelle dans la plupart des cas, c'est toutes les œuvres qu'on connaît, divertissement, publicité, loisirs, fiction, plutôt des logiques capitalistes, production avec franchise commerciale, les fameuses intellectual properties, caractère autotélique au sens où ça suffit à soi-même, c'est satisfaisant en soi, ça n'a pas vocation à transformer le monde, même si on parle de révolution, de vendetta et autres. La logique audientielle, c'est plutôt la fanitude, justement, les communautés de fans, avec des séquelles, des préquelles, des arborescences, la viralité, la propagation, et puis un petit peu aussi cette proposition qui tombe d'en haut et puis face à laquelle on répond à une histoire de balancier. Et là, on voit que le tableau qu'on a construit, en fait, pose à gauche cette typologie, donc transmédia divertissant, les intentions des auteurs, par exemple. Alors, ça ne se met pas en vis-à-vis, c'est pas des lignes qui se suivent, c'est dans l'ordre ou le désordre, on pourra mettre des priorités, des pondérations plus tard, c'est ouvert à la communauté. Donc, pour aller vite, intention, par exemple, immerger des gens, divertir, offrir une nouvelle version d'une franchise, perpétuer une marque, développer la notoriété, proposer une architecture narrative plus riche et plus distribuée, avec une appropriation par le destinataire sous l'aune du fanisme, ou de la fanitude, pour ne pas dire du fanatisme. On en a parlé hier. Expertise des contenus narratifs, c'est-à-dire une audience qui connaît, qui a vraiment une figure du connaisseur, macro avec les détails, qui peut faire des remixes, des fanfictions, des élaborations narratives, autrement dit. Et en fait, les interactions à l'intérieur des œuvres ou campagnes de cette typologie relèvent
Des modes de consommation B2C, individuelle, collectivisation, participation, réception active ou contributive, ça peut être la simple réaction, le commentaire, le rating, une construction d'une culture de l'œuvre par des communautés d'intérêt et des actions marketing associées, liquidification, récompense, merchandising, indices, concours, préachat, relance, exclusivité, etc. Les effets politiques qui nous intéressent sont mis en vert. Alors, c'est à mettre en débat, hein, bien sûr. On pourrait s'attendre à un certain conformisme, avec une volonté de mimétisme liée à la viralité, au suivisme, entre guillemets, à la célébration, aux émotions, à la normalisation des angoisses et des espoirs utopiques ou dystopiques, à une polarisation pour ou contre, avec ou sans, bien, mal, etc., manichéen, des formes de standardisation, voire de moralisation, qui est tout à fait très politique, hein, cette histoire de morale. On peut penser aux entrepreneurs de morale, aux paniques morales. Une massification, mais sous l'allure de micro-communautés. On est minoritaire, mais on devient plus massif, et ça rassure. Des sensibilisations plus ou moins volontaires et involontaires à certaines valeurs. Un certain style de connaissance de l'amateur plutôt expert maniaque. Et puis peut-être parfois des prises de conscience selon les contenus politiques qui sont véhiculés par cette typologie. Là, on a des variations sur plus ou moins. Voilà. Alors, sur la typologie qui suit, je vais te laisser la parole. D'accord. Donc, voilà, donc c'est vraiment un tableau évolutif qui a été fait et qui continue à se faire. Et effectivement, je tiens à rappeler, il n'y a pas de correspondance au niveau des lignes. Hein. C'est justement les colonnes, et c'est pour ça qu'on a mis des couleurs pour l'instant, c'est comme ça. Alors, pourquoi on est arrivé à un transmédia en capacitant? Donc, il y avait l'idée de la capacitation, et j'avais souhaité reprendre en capacitation pour vraiment revenir au travail de la sociologie de l'innovation qui m'intéresse tout particulièrement pour justement effectuer ce transfert d'un transmédia qui serait issu des industries culturelles pour aller vers toutes les organisations dans des campagnes plutôt que des œuvres pièces, justement. Et là où le citoyen est producteur, co-créateur, à l'intérieur de cette œuvre. Donc il a une dominante symbolique. Elle est aussi transformationnelle, mais en fait on voulait se garder d'une autre catégorie qui arrivera tout de suite après. Donc là on retrouve l'idée de la culture ouverte, évidemment, avec la pratique des arts, toutes les capacités artistiques, l'innovation, y compris formulée ou influencée avec des injonctions parfois d'ailleurs au niveau de l'innovation purement technologiste, voilà, pas seulement artistique. Je vais passer peut-être un petit peu plus vite, mais dans laquelle les valeurs s'incarnent, hein, bien sûr. L'appropriation par les destinataires, donc l'audience est totalement contributive. Et puis on a là une prise de conscience, notamment une mobilisation, souvent on peut le voir par exemple en design, hein, quand on fait du design thinking par exemple, avec la mise en valeur de la figure de l'amateur, le DIY, etc. Sur l'interaction, elle est multimodale dans la matrice de l'œuvre, soit individuelle ou collective, donc on pourrait faire penser à cette forme d'individuation à la fois individuelle et collective, où il y a soit une émergence naturelle complexe, bien sûr, mais ça peut être aussi une préméditation, pourquoi pas. Et puis toutes sortes d'artefacts qui arrivent par des pétitions, différents supports, et qui participent parfois même d'une action démocratique. Enfin, sur les effets politiques, ce qui m'intéressait, c'était de rappeler l'idée de la translittératie, où à partir du moment où, alors elle a surtout été, je voudrais rappeler sur la translittératie, le travail de Carlo Scolari, qui est important, notamment sur transmédia et éducation. Et ça a été repris notamment pour faire un lien entre le transmédia et la translittératie par Olivier Ledeuf, qui fait ce lien entre transmédia et translittératie. Et à partir du moment où l'audience, enfin là il s'agit peut-être même de citoyens, donc a la capacité des outils, il a aussi la capacité de s'émanciper par les outils. Alors bien sûr, développement du sens critique, l'activisme, tout le militantisme autour du changement social, etc. sont des effets de cette pratique transmédiatique. Alors comme exemple, il nous est venu tout naturellement QAnon. Bon, ce n'était pas prévu, mais ça semble absolument tout à fait propice. Donc je voudrais rappeler sur QAnon une campagne matricielle très créatrice d'un mouvement international de masse, comme le soulignent des chercheurs qui se sont vraiment spécialisés sur QAnon. Alors les personnages, ce sont les Q, et ils sont réunis autour d'un personnage centralisateur qui est Trump.
et ils travaillent sur la théorie du complot, enfin bon, c'est vraiment leur œuvre aussi à eux, en reprenant les arguments originaux qui sont en fait des rumeurs et qui deviennent un univers narratif autour de la guerre entre le bien et le mal, etc. Voilà, alors et puis ça va jusqu'au summum avec l'insurrection du 6 janvier 2021. On va peut-être aller un petit peu plus vite. Alors, c'est juste aussi pour nuancer le fait que le tableau précédent, l'encapacitation, pouvait paraître un peu idéalisateur, le citoyen qui va transformer le monde positivement. Là, on a peut-être. Et puis, ce sont des campagnes non préméditées au sens où on n'a pas, à moins que le complot soit tel que Canon soit le produit de gens avec un cigare autour d'une piscine. Mais en tout cas, on a plutôt, avec les Gilets jaunes, un bon exemple aussi d'émergence. Capacitante, puisque un symbole qu'on peut analyser en sociologie comme étant le marqueur du statut de victime, demandant une assistance à l'État et qui, simultanément, est broyé par cet État qui devrait le sauver au bord de la route, met son gilet jaune comme élément centralisant et qui peut devenir un étendard pour le débat et le combat. Mais d'autres choses plus centralisées, plus de l'ordre prémédité et de l'œuvre de la campagne pièce, puisqu'elle est déployée. Transformée en œuvre matricielle. Transformée en œuvre matricielle, puisqu'elle va donner des kits aux gens pour se développer. Là, tu avais choisi l'UNICEF. Alors, j'ai choisi le kit Power parce qu'il a été produit par Kathleen Burns, qui travaillait avant avec Jeff Gomez, qui est donc le producteur transmédia qui a initié le métier de producteur transmédia au sein de la Producers Guild of America. Donc c'était un débat de 2010 qui s'est incarné en 2011 auprès de la communauté internationale et qui a généré cette controverse sur qu'est-ce que c'est que le transmedia storytelling de Jenkins et qu'est-ce que c'est que le transmedia storytelling des autres pratiquants qui ne sont pas Henry Jenkins. Alors Kathleen Burns en fait a été consultante sur cette œuvre qui est en fait une campagne qui vise à lutter contre la malnutrition avec la mission qui s'incarne en fait par des actions auprès d'autres associations qui elles-mêmes ensuite agissent auprès des enseignants et des familles pour que les enfants fassent des exercices physiques, associent en fait un apprentissage de la connaissance de qu'est-ce que c'est que l'alimentation, etc. Ils jouent, il y a tout un processus de gamification, ils gagnent des points et grâce aux points on distribue, donc on ne va pas appeler ça des cadeaux parce qu'on est quand même dans une lutte contre la malnutrition, il y a un enjeu de vie et de mort. Et ce sont des barres nutritionnelles thérapeutiques qui sont distribuées à la suite de cette activité. Voilà, donc j'avance. Hop. Alors, plus récemment, pour faire un peu un contrepoids avec QAnon, j'ai pensé à inviter la figure très réelle de Mathieu Leithart, qui est docteur en économie politique et belge et que j'ai rencontré en 2010 quand il faisait ce petit guide que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le guide de survie du web documentaire. Où d'ailleurs il interrogeait David Dufresne, etc. Et puis au fur et à mesure des années, c'est devenu un transmédia activisme sans le vouloir. Il se trouve que ces œuvres ont un grand succès. Et alors la dernière œuvre, The Illusion of Abundance, est en train de créer un mouvement depuis 2022 où les personnages en fait sont mis en scène. Alors là j'exagère évidemment sur le vocabulaire parce qu'ils interviennent dans des parlements, alors à l'ONU, etc. Mais et dans beaucoup de festivals, ils font tous les festivals du monde, c'est incroyable le succès qu'ils ont. Et c'est vraiment en fait une incarnation de l'idée politique de la défense environnementale pour notamment sauver les personnes qui sont ces activistes de la justice environnementale. Donc en fait, le film est dépassé par une sorte d'émergence d'œuvres matricielles qui s'incarnent dans des lieux comme les instances gouvernementales. Sachant que les lanceurs d'alerte sont victimes d'assassinats et que des centaines de morts, 700 par an, combattant pour une meilleure justice écologique, sont au cœur de cette affaire appropriée par le public. Voilà, c'est une photo très récente de Mathieu au Capitole. Alors, troisième catégorie, celle des transmédias structurants. Alors, on est arrivé à l'idée de... Alors, ça va être très très bon, je ne vais pas le faire, je ne vais pas vous faire, c'est la version longue. On va faire la version courte, où le transmédia structurant, donc qui est en fait la troisième dimension, qui est, elle, une dimension à dominante structurelle,
transformationnel et ou organisationnel. On était parti de organisationnel et là il y avait forcément la transformation qui pouvait se faire et puis finalement on a choisi structurant pour être cohérent avec le transmédia divertissant, le transmédia en capacitant, donc du coup ça devient transmédia structurant. Mais le principe c'est la dynamique organisationnelle et transformationnelle. Donc là, il est vraiment issu de ces organisations qui travaillent avec leurs salariés, avec leur clientèle, etc. On est vraiment en dehors de l'industrie culturelle. En fait, on le voit émerger. C'est un travail qui est en cours, donc on pourrait vraiment l'élaborer. Là, dans la communication interne d'une organisation, ça peut être vraiment l'encapacitation, là pour le coup, des salariés avec des processus qui sont très transmédiatiques. Ou bien dans une communication externe, parfois il y a des campagnes transmédiatiques qui se font sans le savoir. C'est ça qui m'a donné l'idée donc le volontaire, le non volontaire, la préméditation, la non préméditation, parce que parfois quand on regarde la campagne, on peut avoir l'impression d'une transmédiatisation qui à l'origine n'était pas du tout voulue. Et puis enfin, je vais tout de suite sauter aux effets politiques induits. Il peut y avoir des changements, donc la consolidation des changements à l'intérieur de l'organisation. On sait que ça ne marche pas très bien, mais ça peut parfois arriver. Et puis surtout l'adhésion, l'appartenance, les effets marketing ou tout simplement, on va, d'ailleurs je vais tout de suite montrer l'image qui arrive derrière, les effets marketing qui pourraient avoir une implication sur maintenir ou fidéliser sa clientèle, comme là en ce moment avec la SNCF qui, sans faire exprès, communique de façon transmédiatique. Donc là on est vraiment dans un type de transmédia structurant qui a une dimension organisationnelle. On est plutôt dans la communication d'entreprise, voire une démarche marketing, et on est dans une œuvre qui n'est absolument pas une œuvre pièce, mais qui est uniquement matricielle. Alors, je mentionne que ça fait écho à la sémiotique des transactions coopératives de Manuel Zaclade qui identifie des modes de communication transmédiatique à l'intérieur des organisations. Ceci dit, l'approche qu'on développe est plutôt liée à la communication interne ou externe, au B2B aussi, et à la capacité des structures collectives instituées de se transformer par le moyen d'œuvres ou de campagnes transmédia. Donc c'est un peu une hypothèse de travail, mais on estime que face aux transitions et à la plasticité nécessaire pour transformer des modes hiérarchiques en silos, pour prendre un exemple, le transmédia pourrait être une ressource extrêmement intéressante, pensée telle qu'elle. Donc c'est une piste aussi d'innovation sociale en réalité. Alors pour conclure, Transmédia Activism is not dead. J'ai parlé avec Lina Srivastana il y a quelques semaines pour justement venir vous transmettre cette information. Et puis surtout, c'est que, elle n'utilise plus cette appellation, elle utilise justice sociale, changement social, stratégie. Pour elle, c'est Transmedia Strategies au pluriel. Alors, sur les effets politiques, c'est toujours plus ou moins d'intentionnalité surtout, plus ou moins d'expérience narrative ou d'expérience participative. Et puis, sur cette triade divertissant, capacitant, structurant, ce qui nous a intéressé, c'est que en fait, l'œuvre, elle est soit propositionnelle, soit configurationnelle. Alors tout ça soulève beaucoup de questions, hein, on en termine. La participation et la fragmentation transmédia, donc est-ce que on a longtemps cru au début du multimédia, comme au début d'Internet, que de rendre les gens actifs, de les sortir d'une position de passivité face aux mass médias, leur permet de s'émanciper, d'intervenir de manière critique dans le jeu social, de transformer le monde. C'est pas nécessairement faux, mais beaucoup regrettent les mouvements actuels d'hyper-réactivité émotionnelle et de clivage. Aussi dans le divertissement, donc on a évoqué, et notamment la question des super-héros et autres, est-ce qu'on n'a pas à bon compte l'impression de changer le monde alors qu'en fait on reste dans une sphère très décorrélée, très déconnectée de la réalité, et puis donc on dit oui je suis un révolutionnaire dans telle franchise, mais dans la réalité on est un bon consommateur. Alors bon, comment s'opère la transmédiatisation en tant que telle, ça c'est vraiment une question fondamentale au niveau des médias studies. À quelles conditions l'expérience médiale peut-elle conduire à un changement de comportement dans la réalité? Donc ça c'est la question auquel on travaille depuis longtemps, du transfert de compétences et de pertinence entre les mondes imaginaires ou réels. Et puis ça fait écho aux travaux sur l'avatarisation généralisée que proposait Périgny en 2013, un de mes collaborateurs, enfin un compagnon de travail et ami, et le mettre en lien avec la transmédialité, mais développer serait un peu trop long. On va juste proposer une dernière slide pour aller un tout petit peu plus loin.
Alors moi, dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de remettre l'humain à la place de la technologie, notamment dans les processus et les gestes qui favorisent la médiation et, si j'oserais dire, la transmédiation. J'ai été particulièrement touchée par l'article de 2009 de Scolari, puisque lui-même nous rappelle comment Henry Jenkins s'est inspiré de Marsha Kinder. Il y a un entretien entre Henry Jenkins et Marsha Kinder, vraiment à l'origine donc de l'intertextualité transmédia chez Kinder et du transmedia storytelling de Jenkins, qui n'est peut-être en fait juste que le début de tout un aspect qui se tournerait autour de plusieurs transmédias et de la transmédialité. Et donc pour moi, c'est ça la prospective pour le présent et le futur. En design, en management, en sociologie. Dans un aspect transdisciplinaire, puisqu'effectivement, il faut absolument garder l'ancrage en SIC, mais s'intéresser au management, au design, à la sociologie de l'innovation et aussi aux sciences de la complexité. C'était au cœur de ta thèse. Et de mon côté, pour aller plus loin, j'ai envie d'évoquer le travail avec des artistes en haut, avec Claire Sistac, avec laquelle je travaille depuis 12 ans. On a récemment mis au point une fiction prospective qui s'appelle Avatar Alert. Vous pouvez aller voir le site avatar-alert.net ou scanner ce QR code que je vais laisser un peu, dans lequel les avatars alertent l'humanité de se reprendre en main. Ce qui est un paradoxe total, puisque les avatars sont l'émanation des humains, et sans être pour autant des IA, elles viennent proposer 5 scénarios prospectifs pour 2056, plus ou moins symbiotiques dans le rapport de l'humain à sa technique. En dessous, j'ai mis le portrait de Lucas Pira, qui est un activiste du body activisme, donc de la liberté de transformer son corps et d'en faire un peu à loisir ce que bon nous semble. Une œuvre, et c'est un artiste qui a utilisé énormément de médias, qui a fait le tour du monde, qui œuvre aussi bien dans le numérique que dans le réel, et qui a l'interface de beaucoup de pratiques qui se définit comme transmédiatiques de manière constante. Pour finir, la pyramide que j'ai mise en place là, c'est celle qui remet aussi l'expérience transmédia au centre, qui serait le fruit des contraintes médiatiques, puisque chaque canal a ses propres propriétés, des contraintes de circulation, le transmédia se caractériserait par un aspect circulatoire, comme on le disait avec Brice Troy il y a 10 ans dans la journée d'études, et des contraintes de stratification, parce qu'évidemment, comme on récolte, on butine, eh bien, il faut bien stratifier la connaissance, les enjeux, le tout pour définir l'expérience transmédia. On va vous remercier et laisser dans quelques instants le tableau récapitulatif apparaître, offert à la communauté, soumis à révision. Document de travail. Voilà, qui est une base, en tout cas qui sera le cœur de la contribution qu'on espère pouvoir réaliser pour l'article suivant le colloque. Nous vous remercions, 37 minutes, on est un peu débordé. Bien écoutez, merci en tout cas pour cette intervention de qualité. Alors j'avais plusieurs questions, remarque, bon, je vais essayer de ne pas monopoliser quand même le temps. Moi je vais toutes les dire comme ça. Alors j'aurais bien aimé peut-être revenir sur la notion de transmédia activisme et peut-être pourquoi pas faire une mise en regard avec ce que l'on a pu entendre hier, notamment tout ce qui est fanactivisme, fanisme, activité fanique, voire fanatique, voir comment éventuellement si c'est une extension, si l'un est l'extension de l'autre ou pas. Deuxième question, remarque, alors je vous y avais un petit peu répondu, mais comme j'ai pas envie de jeter la question, entre œuvre-pièce et œuvre-matrice, est-ce que l'on a pu observer quelques déglissements de l'un vers l'autre, selon soit la notoriété, soit le niveau d'appropriation ou d'activisme qui se génère autour, ou même les stratégies de développement qui en découleraient, ou bien est-ce que le cloisonnement est immuable. Et enfin, par rapport à la dernière slide, donc sur ta pyramide, Étienne Armand, où tu parles de circulation, justement, et peut-être de mutation de l'œuvre en fonction de ça, je me demandais dans quelle mesure on pouvait articuler ce que tu dis avec, pourquoi pas, la théorie de la trivialité d'Yves Jeanneret, qui justement parle de l'altération des êtres culturels, comme il appelait ça, en fonction justement de la circulation et
et de l'inertie que ça pouvait entraîner voilà, à travers les sphères sociales. Voilà. Et en tout cas, j'ai très apprécié la mobilisation dans capacitation, parce que moi-même, je mobilise ça. Moi, je travaille sur la réappropriation des réseaux sociaux numériques par les bibliothèques, justement pour en capaciter leurs usagers voilà, à travers ces processus de co-création et d'intertextualité. Donc finalement, je pense qu'il faut que je me résigne et que je vais parler de transmédia en bibliothèque à un moment donné. Donc voilà, merci. Désolé, je laisse la parole. Je pense qu'il faut commencer par la dernière question. Ah non, c'est toi. Alors sur la dernière question, à laquelle m'invite à répondre Karine, alors je serais bien en peine de pouvoir statuer sur le rapport entre la trivialité de Jeanne Rey et ce qu'on propose, pour la bonne et simple raison que la conception que j'ai de la circulation transmédiatique, c'est-à-dire que vous imaginez bien comme le passage d'un forum, un site, à une vidéo, etc., elle est plutôt dynamisante, elle est plutôt reconfigurante, elle se réalise vraiment dans un projet, dans une dynamique. Du coup, je ne suis pas sûr que, alors avant que ce soit un antidote, peut-être, à une trivialité que je n'ai pas compris comme étant particulièrement honorable dans les termes de Jeanne Rey, mais je connais mal. Est-ce que c'est une trivialité positive ou... Non, oui, ça vient de Trivium Carrefour, voilà, c'est pas le trivial que... Ok, c'est pas de ce bon, si on est... Alors pour moi, parce que je pensais à De Certeau, à l'invention du quotidien et autres, et je me disais qu'on est quand même dans une expérience qui est censée se détacher justement du fond du quotidien, du fond du trivial, et qui est en soi, en général, suffisamment intéressante et motivante pour qu'elle ait un caractère exceptionnel et non trivial. À proprement parler. Mais bon, c'est une Après, il y a quand même la notion de carrefour qui est liée à ça. Voilà. Mais là, ça fait le lien sur matrice et pièce. Mais j'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai la réflexion à la réponse. Parce qu'effectivement, on s'est interrogé. Parfois, il y a des insights qui arrivent. Ah oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment pièce? Est-ce que c'est vraiment matrice? Donc, voilà. Et bon, c'est pas très grave, hein, puisqu'on a ce spectre des polarités. Hein, donc, on navigue dans le spectre. Et puis, l'œuvre elle-même navigue dans le spectre. Hein, il n'y a pas que nous qui naviguons là. Donc ce n'est pas, on n'a pas de réponse et la réponse c'est de ne pas avoir de réponse. Moi je mets en lumière quelque chose que Karine Alpern a intelligemment repéré, c'est que vous voyez que la frontière entre divertissant et encapacitant elle est ici, et ici la frontière entre encapacitant et structurant elle est là. C'est-à-dire que on pourrait espérer qu'une partie du divertissement qui est souvent quand même relativement pièce parce que il y a une maîtrise, il y a un contrôle éditorial, les auteurs, l'intégrité de l'œuvre, donc on voit bien quand même que du côté de l'œuvre pièce, on est souvent en divertissement, hein, alors que dans l'encapacitant, on aurait peut-être plus du matriciel, peut-être. Hein. Normalement. Voilà, et le passage ici entre encapacitant et structurant, c'est qu'on peut espérer que l'encapacitation plutôt centrée là sur des causes puisse participer de la transformation des structures et des organisations qui, elles, c'est une cause collective, doivent fortement évoluer si on veut faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà. D'autres questions peut-être? Oui, il y avait la question sur le transmédia activisme. Alors, pour moi, c'est vraiment pas du tout une extension de ce qui a rapport avec le féminisme. Mais alors, pas du tout, du tout. En tout cas, celui dont je vous ai parlé, qui est celui de Lina Srivastava et de sa collaboratrice Vicky Callahan, qui a été repris par Jenkins. Ça, c'est une partie de l'archéologie du transmédia, comme le dit Carlos Collari, et qui correspond aux années 2010, 2011-2012, et qui a été propice à en fait faire connaître toute cette controverse autour du transmédia, qui est arrivée jusqu'à nous ici, mais aussi qui a été propice à influencer d'autres créateurs qui, comme Lina, ont choisi la stratégie transmédia pour la justice sociale. Peut-être d'autres... Oui, c'est une ouverture en fait par rapport à ce que vous disiez sur le transmédia encapacitant en fait, qui peut générer des collectifs type QAnon. Et donc la question que je me pose, mais je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, c'est est-ce qu'on peut encore poser une question éthique
en se demandant mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette encapacitation, et est-ce que la dimension éthique, donc est-ce que vous aurez pour le bien ou est-ce que vous aurez pour le mal, hein, même le jugement moral qu'on pourrait porter sur l'action de ces collectifs, est-ce que ça a encore du sens dans cette dimension transmédia, dans cet écosystème? Ça me donne, je te remercie vraiment pour cette question parce que ça m'incite à vouloir parler de la médiation qui pourrait s'immiscer dans l'émergence de l'œuvre matricielle, notamment comme QAnon par exemple. Si on a des activistes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, en tout cas des modérateurs qui s'immiscent dans l'œuvre comme des garants d'une éthique, ce serait formidable. On ne l'a pas encore. Mais ça se met plus ou moins en place parce qu'avec QAnon, il y a quand même eu, enfin, j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs, mais on a quand même eu beaucoup d'appels pour former des personnes au métier de fact-checker, par exemple. Voilà. Donc peut-être cette direction qui serait de médier l'éthique au sein des œuvres matricielles. C'est une direction, c'est pas du tout. Oui, moi, ça m'évoque quelque chose d'un peu différent, c'est que il me semble que globalement, les pionniers qui défrichent les propriétés médiatiques émergentes sont souvent des personnes portées par des philosophies progressistes, plutôt communautaires, etc., mais au bon sens du terme, et éthiques en tout cas, et qui sont souvent récupérées après ces nouvelles potentialités par des conservateurs réactionnaires, etc. Et on voit aujourd'hui l'extension de la fachosphère, par exemple, et autres. Et du coup, je me dis, c'est une réflexion que je livre à la communauté, que puisqu'on serait plutôt versé dans l'émancipation et dans une certaine, on va dire, évolution positive, nous les pionniers, est-ce qu'on ne pourrait pas être en même temps les inventeurs de l'antidote nécessaire à la récupération qui va, dans tous les cas, apparaître? Autrement dit, puisqu'on est sur le front, est-ce qu'en même temps qu'on est sur le front, il ne faudra pas trouver l'antidote de, par exemple, on trouve une méthode pour incapaciter des gens, formidable, et après, tu as, je sais pas, la scientologie et puis des formes assez problématiques qui viennent s'en emparer. Et donc je pense que c'est un devoir moral, et là c'est un peu prosélyte et je fais l'évangéliste des médias à venir, c'est un devoir moral en même temps qu'on comprend une nouvelle technologie ou des nouvelles configurations, d'envisager leur appropriation négative et problématique et d'imaginer des parades, très vite. Ça rejoint l'idée d'auto-organisation qui vient en parallèle avec l'émergence dans les sciences de la complexité. Et par ailleurs, l'encapacitation en soi, les formes négatives, entre guillemets, sont peut-être tout à fait riches d'enseignement et sont peut-être des étapes d'ubris et de pulsionalité, un peu comme ça, qui dégagent de l'inconscient mal géré, qu'il faut prendre en compte. Hein. Peut-être que c'est aussi, ça participe de l'évolution globale. Pardon. Oui, en général, vous puissiez revenir sur les liens entre œuvre matricielle, donc la géométrie matricielle, et la notion de variation. Parce que bon, concernant les arts, ça m'a fait penser à toute autre chose, peut-être ça n'a rien à voir. Et je pensais, ça résonnait avec la notion de figure matrice de Jean-François Lyotard. Et donc, et matricielle, c'est quelque chose, la matrice est un peu ambiguë, c'est-à-dire d'une part on peut la concevoir comme un stock ou un réservoir de liquidité, ou bien, pour la même raison, comme déjà un espace de variation. Donc je voulais savoir un peu si vous aviez pensé à ces deux déclinaisons, et de quel côté vous mettez sur la variation, ou comment vous l'interprétez. Alors dans le schéma, pour l'instant, la variation, elle vient en projection des événements dans l'œuvre pièce, mais je pense que je ne sais pas répondre à cette question, si on n'a pas été jusque-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, stock, ouais, vas-y. Pour prolonger la remarque, ça m'a rappelé simplement que c'est John Cage, dans les années 50, parlait de processus d'œuvre-objet. Ouais, tout à fait. Oui, il y a quelque chose. Mais sauf que là, on est tous les deux dans les deux cas dans le processus, et c'est des distinctions qui s'originent dans la révolution de conception de l'œuvre.
Moi, mon sentiment, c'est que c'est plutôt que la variation vient plutôt du côté de l'œuvre de pièce, parce que en fait, les arborescences, les approches uchroniques, et le si, et les déclinaisons, ça rejoint les travaux d'Alexis Blanchet, que j'avais conseillé en partie, qu'on compagnonnait dans nos thèses, et sur la fiction quantique, avec voilà, les verses, les fameux verses métaverses fictionnels, et ces déclinaisons. Pour moi, la variation est plutôt du côté de l'œuvre pièce, si je devais simplifier, et la génération des possibles. Alors réservoir, je trouve que la vision du stock est quand même un peu limitative, mais en tout cas la combinatoire. Mais nous on est dans la complexité, le topoïèse, le terme topoïèse transmédiatique, hein, Laurent avait été évoqué, je crois. Ouais. Du coup, bon, on est plutôt dans quelque chose qui est précisément à explorer et qui n'est peut-être pas défini, parce que le terme de stock empêche de penser, quoi. Oui, on termine. Parce que remarquez là-dessus, bravo, hein, c'est super intéressant. Et alors du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas penser le problème de la variation, de la variance, comme quelque chose de consubstantiel à un flux, qui serait un flux transmédia, qui serait tantôt incapacitant et tantôt structurant, enfin donc formalisant, et que parfois, effectivement, ce transmédia divertissant reviendrait après sous une forme qui serait une forme à nouveau capacitante et ainsi de suite. Et avec Dufresne par exemple, oui, mais bien sûr, il y a cette idée-là, hein, de ça va, et puis ça revient, c'est moi qui mets en forme, mais la multiculturalité ça s'imprime, et donc on repart sur le transmédia en capacitant. Et moi je verrais cette variance-là comme vraiment consubstantielle au transmédia, où à un moment donné on fiche des formes, et ensuite on repart sur autre chose. C'est ça. Et soit c'est en amont, soit c'est en aval, mais il y a cette variation-là, cette variance comme élément vraiment en plus existentiel presque pour le transmédia. C'est-à-dire qu'il a besoin de repartir vers son public, enfin un public participatif. Et donc cette dynamique narrative participative se structurait de cette manière. C'est pour ça qu'il est constitutif de la transmédialité. Ouais. Formidable. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a un peu débordé, on a démarré tard. J'espère que les intervenants vous avez merci pour cette... Ah bah, on est content que vous nous ayez accueillis avec, parce qu'on avait vraiment envie de partager sous une autre forme, parce que c'est complètement original ce qu'on propose, et en même temps c'est assez simpliste, hein, enfin je veux dire, c'est critiquable, voilà, c'est des heuristiques, donc voilà, on est conscient de la limite, hein, je veux dire, nous on vient pas en surplomb en disant on a tout compris, on se dit juste que voilà, si on peut penser davantage et mieux, bah, ça fait du bricolo. Alors, je vous laisse installer les choses.